Bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au fromage s'il vous plaît, et une bouteille d'eau. Très bien madame. Un sandwich au fromage et une bouteille d'eau. Bonjour, je cherche des chaussures de sport blanches en pointure 39 pour courir un peu. Oui, bien sûr, madame. Voilà ce modèle blanc en 39, avec des lacets et une semelle plate. Bonjour monsieur, je voudrais un chocolat chaud s'il vous plaît, et un croissant. Très bien, madame. Un chocolat chaud avec un croissant. Ça arrive tout de suite. Bonjour, je voudrais 2 places pour le film de 20h, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. 2 billets pour la séance de ce soir, au cinéma. En raison d'un incident technique, le TER 8142 pour Amiens partira avec 20 minutes de retard ce mardi à 18h40, voie 3. Les billets restent valables sur le train suivant. Informations complémentaires sur l'application ou au guichet. Merci. En raison d'un incident technique, le train pour Lille de 18h20 partira avec 25 minutes de retard, quai 4. Les billets restent valables sur le départ de 18h45. Informations complémentaires à l'application de la gare. Merci. Mesdames et messieurs, la séance de 20h30 débutera avec 10 minutes de retard en salle 4. Merci d'éteindre vos téléphones avant l'entrée. Les billets achetés pour aujourd'hui restent valables, mais l'accès après 20h45 ne sera plus autorisé. À l'occasion de la commémoration du 11 novembre, la place de l'Hôtel de Ville sera fermée demain de 8h à midi. L'accès au monument reste réservé aux personnes munies d'une invitation. Le programme détaillé est disponible à l'accueil de la mairie. Merci de prévoir vos déplacements. Bonjour, je vous laisse ce message au sujet de mon rendez-vous de mardi à 17h au salon. Mon train de retour a été avancé d'1 heure, donc je ne pourrai pas venir. Merci d'annuler la réservation, si possible sans frais. Bonjour, je vous laisse ce message au sujet de ma place de parking rue des Bleuets. Je déménage à la fin du mois et je voudrais arrêter la location à partir du 1er août. Merci de me rappeler pour connaître la démarche. Bonjour, je vous laisse ce message au sujet de la garde de mon chat le week-end prochain. J'ai bien reçu votre proposition de le garder chez vous, mais je préfère finalement maintenir les visites à domicile, matin et soir. Merci de me rappeler pour confirmer. Bonjour, je vous laisse ce message au sujet de la salle municipale. Vous m'avez proposé mardi soir pour la réunion de l'association, mais cela ne convient pas car plusieurs membres travaillent. Merci de noter que je préfère garder le créneau du jeudi. Bonjour, je vous laisse ce message au sujet du casier 18 à la piscine municipale. Hier soir, il est resté bloqué avec mes affaires dedans. L'accueil m'a demandé de rappeler pour qu'un agent vérifie la serrure avant mon prochain passage, samedi matin. Bonjour, c'est Camille. Je vous laisse ce message au sujet de la location du vélo pour samedi. Je voudrais savoir s'il est possible de le rendre lundi matin plutôt que dimanche soir, car je rentre tard. Si ce n'est pas possible, j'annulerai la réservation. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Faut-il rendre obligatoire une année de service civique pour tous les jeunes avant l'université ?
Indiquez si la personne interrogée est totalement pour, et pour à certaines conditions, et totalement contre. Je trouve que cette année aiderait beaucoup de jeunes à mûrir et à découvrir la réalité du terrain. Même si cela demande une organisation sérieuse, j'appuierai cette mesure pour tout le monde. L'idée peut avoir du sens, mais seulement si les missions sont utiles et correctement encadrées. Sans indemnité suffisante ni accompagnement, je demanderai des garanties avant de soutenir une obligation générale. Je pourrais l'accepter à une seule condition, que chacun puisse choisir entre plusieurs formes d'engagement, civil ou social. Si c'est souple et reconnu dans le parcours, je voterai pour. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Faut-il interdire les emballages plastiques à usage unique dans les supermarchés? Indiquez si la personne interrogée est totalement pour, et pour à certaines conditions, et totalement contre. Franchement, on jette trop de plastique pour quelques minutes d'usage et après ce sont les communes qui gèrent les déchets. Moi, je choisirais une interdiction rapide et j'appuierais cette mesure partout. L'idée me paraît utile, mais seulement si on prévoit des solutions abordables pour les familles et les petits commerces. Sans accompagnement concret, je demanderai d'abord des aides avant d'appliquer cette interdiction. Je trouverais cette règle acceptable à condition qu'elle laisse un délai réel aux fabricants pour changer leur production. S'il y a un calendrier clair et des contrôles sérieux, je soutiendrai cette évolution. Dans plusieurs gares françaises, de petites bornes de réparation rapide pour smartphones attirent désormais les voyageurs pressés. En 10 minutes, on peut y faire changer une batterie usée, remplacer un écran fissuré ou récupérer un port de charge encrassé. Le service coûte plus cher qu'une boutique de quartier, mais il évite de laisser son appareil une journée entière. Les gestionnaires de gare disent que la demande vient surtout des trajets professionnels et des correspondances serrées. Un exemple revient souvent. Des passagers découvrent, juste avant l'embarquement, que leur téléphone ne tient plus la charge ou que leur billet numérique reste inaccessible à cause d'une panne. Ces bornes ne séduisent donc pas d'abord les amateurs de technologie, mais des personnes qui cherchent surtout à ne pas rater leur déplacement. À Lille, une bibliothèque de quartier teste depuis janvier une formule inattendue, des cafés de révision ouverts aux lycéens, mais aussi aux retraités du voisinage. Le principe est simple. Les élèves viennent avec leurs fiches et les adultes bénévoles les aident surtout à organiser leur travail, pas à refaire le cours. La responsable explique que beaucoup de jeunes connaissent leurs leçons, mais se découragent devant la quantité de devoirs. Depuis le lancement, la fréquentation augmente chaque semaine, alors même qu'aucune publicité payante n'a été faite. Ce succès tient peut-être à l'ambiance. On y boit une boisson chaude, on éteint son téléphone, et chacun peut poser une question sans craindre la note. Plusieurs parents disent aussi que leurs enfants rentrent moins stressés après ces séances. Bonjour. Ce matin, on part de la navette test entre la gare et la zone artisanale. Elle existe depuis 6 semaines. Vous avez suivi ce lancement. Pourquoi ce trajet posait-il problème avant? Parce que les horaires des bus classiques ne correspondaient pas aux prises de service. Beaucoup arrivaient avec 20 minutes d'avance ou en retard. La navette part désormais à 6h10 et à 13h40, juste avant les changements d'équipe. On entend pourtant que les véhicules ne sont pas pleins. Certains y voient un essai coûteux. Est-ce que les résultats sont tout de même jugés encourageants par les usagers et par les entreprises du secteur?
Oui, car l'objectif n'était pas de remplir dès le premier mois. On voulait d'abord stabiliser les arrivées et réduire les retards. Selon le premier bilan, les absences liées au transport ont baissé, même si la fréquentation reste irrégulière le vendredi. Bonjour. Dans plusieurs résidences, on remplace les machines privées par une laverie commune. Vous suivez une expérimentation lancée il y a 6 mois. Concrètement, qu'est-ce qui a poussé les immeubles participants à tenter cette formule plutôt inhabituelle? Au départ, ce n'était pas une question de mode. Les colonnes d'eau étaient trop sollicitées le soir et les pannes se multipliaient. Mutualiser le matériel permettait de mieux répartir les usages, tout en libérant un peu de place dans les logements les plus petits. On imagine pourtant des réticences. Trajets avec le linge, attente, voisinage. Les habitants ont-ils surtout parlé du confort perdu ou bien d'autres choses pendant les premières semaines? Étonnamment, la principale réserve ne concernait pas l'effort. Les gens craignaient surtout l'organisation des créneaux, parce qu'ils redoutaient des machines monopolisées. Mais après l'installation d'une réservation simple, les critiques ont nettement diminué, sans disparaître complètement. Depuis lundi, la navette du plateau ne dessert plus les 3 derniers arrêts après 20 heures. Beaucoup d'auditeurs parlent d'une décision brutale. Qu'est-ce qui a motivé ce changement, alors que la fréquentation semblait plutôt stable en fin de journée? Stable, oui, mais trompeuse. Les comptes de montée masquaient un allongement des trajets causés par les travaux de voirie. En réalité, un seul véhicule finissait avec 40 minutes de retard, ce qui désorganisait ensuite toute la ligne du dépôt. Certains habitants y voient surtout une manière discrète d'économiser, d'autant qu'on leur propose maintenant une correspondance à la gare basse. Est-ce une mesure provisoire liée au chantier ou un basculement durable du service sur ce secteur? Pour l'instant, c'est bien transitoire. Si l'on avait voulu réduire l'offre, on aurait touché aussi le matin, quand le coût par passager est plus lourd. Là, on préfère maintenir la desserte de journée et rétablir le parcours complet dès la fin des déviations. Dans plusieurs villes françaises, des bâtiments publics testent une idée longtemps jugée marginale. Collecter séparément l'urine pour la transformer en engrais agricole. Derrière ce geste très simple, il y a des questions d'équipement, d'acceptation sociale et d'organisation logistique. À Bordeaux, un lycée, une médiathèque et un gymnase participent à l'expérience. Un reportage de notre correspondante sur place. À l'entrée du gymnase des Aubiers, rien ne distingue vraiment les sanitaires. Sinon, un affichage discret qui explique le fonctionnement des urinoirs et toilettes de séparation. L'objectif est de récupérer un liquide riche en azote et en phosphore, au lieu de l'envoyer vers la station d'épuration avec beaucoup d'eau. La métropole finance l'essai depuis 18 mois et suit de près les volumes collectés, les pannes et surtout les usages réels des visiteurs. Je m'appelle Nadia Benali, je suis responsable de l'entretien du site et au début, j'étais franchement sceptique. Je me suis dit qu'on allait avoir plus d'odeurs et plus de plaintes. En réalité, quand les consignes sont claires, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis allée voir les équipes plusieurs fois pour leur rappeler qu'il ne faut pas jeter de papier ou de produits dans ces cuves, sinon tout le circuit est perturbé. Les agents ont dû adapter leurs habitudes. Les réservoirs ne partent pas dans les canalisations classiques. Ils sont vidés séparément, puis le contenu est transporté vers une unité de traitement située à une trentaine de kilomètres. Là, l'urine est stabilisée
hygiénisée et concentrée avant d'être utilisée sur des cultures céréalières. Selon la métropole, 1 litre valorisé permet d'économiser de l'eau potable et de réduire une partie des engrais de synthèse importés. Moi, je m'appelle Pierre Vasseur, je suis agriculteur en Gironde et j'ai accepté d'essayer ce fertilisant sur une parcelle de blé. J'étais prudent au départ parce que je suis déjà engagé dans plusieurs changements techniques. Mais j'ai été rassuré par les analyses. Si le produit est stable et qu'on me garantit des livraisons régulières, je suis prêt à continuer. En revanche, je ne suis pas intéressé par un dispositif symbolique qui resterait trop coûteux à transporter. Le principal frein n'est pas technique, disent les porteurs du projet, mais culturel. Beaucoup d'usagers trouvent l'idée utile, à condition qu'elle reste simple et discrète. Dès que le matériel paraît compliqué, l'adhésion baisse. Dans le lycée voisin, par exemple, les premières semaines ont révélé des erreurs d'utilisation assez banales, surtout faute d'explication. Depuis, l'établissement a revu la signalétique, formé les agents, et les volumes conformes ont nettement progressé. Je suis Claire Morin, adjointe au maire chargée de l'eau, et je suis convaincue que ce type de collecte ne remplacera pas tout le système d'assainissement. Je suis élue, donc je regarde aussi les coûts et l'acceptabilité. L'intérêt, à mes yeux, c'est de cibler certains lieux très fréquentés, des bâtiments neufs ou rénovés, où l'on peut penser la plomberie autrement dès le départ. Si on devait tout modifier partout, l'opération serait beaucoup moins réaliste. À Bordeaux, l'expérience reste donc modeste, mais elle sert de test grandeur nature. Les collectivités veulent savoir si cette filière peut devenir un complément crédible à la gestion de l'eau et des nutriments, sans promesse excessive. Autrement dit, moins une révolution immédiate qu'un changement ciblé, à condition d'embarquer à la fois les usagers, les agents et les agriculteurs. À Dijon, la gare de Porteneuve a été évacuée ce matin pendant près de 40 minutes après la découverte d'un colis suspect sur le quai 2. Les démineurs sont intervenus vers 8h20, mais il s'agissait finalement d'un sac de sport oublié par un voyageur descendu du TER venant de Besançon. Aucun blessé n'est à signaler. En revanche, 3 trains régionaux ont été retardés, dont celui de 8h47 pour Lyon. La circulation a repris peu avant 9h sous l'œil de la police municipale restée sur place. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous présenter le programme de demain sur Radio Cité. À 18h30, dans les pages ouvertes, nous recevons la romancière Claire Delmas pour parler de son nouveau livre, Les Rives Lentes, qui se déroule à Nantes. Ensuite, à 19h, place au débat sur les bibliothèques de quartier avec Julien Morel, adjoint à la culture à Rennes. Et à 19h20, notre chroniqueuse belge mettra à l'honneur 3 premiers romans. Un vrai vent frais sur la rentrée littéraire. Dans l'économie du quotidien, le téléphone reconditionné n'est plus un marché de niche. Selon l'Observatoire Numix, une vente sur 5 en France concerne désormais un appareil remis en état, surtout à Lille, Nantes et Toulouse. Ce matin, la plateforme Examobile annonce l'ouverture d'un atelier près de Montauban, avec 48 emplois d'ici janvier. Son directeur précise que le secteur a le vent en poupe, mais pas grâce au petit prix seulement. La garantie de 24 mois rassure des clients longtemps échaudés par l'occasion. En revanche, l'association ConsoClair rappelle que tous les vendeurs ne remplacent pas la batterie, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Résultat, pour comparer, il faut regarder l'indice de réparabilité, pas seulement l'étiquette. Bonsoir à tous. Ce soir, dans La France en question, dès 19h30 sur Radio Centre, nous ouvrons le robinet d'un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Faut-il rendre l'eau potable moins chère en ville et plus encadrée à la campagne? Autour de la table, l'économiste Claire Vignal, le maire de Brive Julien Martel et la juriste Samira Benali. Ils reviendront sur la hausse moyenne de 12% observée depuis 2022,
sur les fuites du réseau à Limoges et sur l'expérimentation menée dans le Lot, où les premiers mètres cubes sont facturés à tarif réduit. Je suis heureux de vous retrouver et j'irai aussi recueillir vos réactions en direct après le journal de 20h. Dans les tours de la Défense, on ne revient pas au bureau comme on rentre au bercail. Selon le baromètre publié ce matin par l'Institut Parallax, 62% des cadres franciliens télétravaillent encore au moins 2 jours par semaine, contre 49% l'an dernier. Les directions jurent vouloir retisser du collectif, mais elles avancent sur des œufs. À Lyon, le groupe Neria a tenté 3 jours imposés, puis a reculé après une vague de démissions. A l'inverse, la PME toulousaine Vectis a réduit ses mètres carrés de 18% sans toucher au salaire. Le vrai nerf de la guerre n'est donc plus l'immobilier, mais le recrutement. Quand un poste rare se joue entre Lille, Nantes et Paris, la souplesse pèse souvent plus lourd que le badge. Je suis convaincu que le télétravail n'est plus un avantage d'apparat, mais un critère d'arbitrage. À Lyon, le calme très feutré de la bibliothèque patrimoniale de la Pardieu a volé en éclats hier vers 18h40. 3 manuscrits enluminés du XVe siècle, prêtés par l'abbaye de Cluny pour l'exposition « Trésors sous vitrine », ont disparu en moins de 7 minutes. Le voleur n'a pas forcé les vitrines. Selon les enquêteurs, il a profité d'un changement d'équipe et d'un badge provisoire emprunté à une médiatrice, encore secoué ce matin. Un agent de sécurité a bien poursuivi un homme jusqu'au parvis, mais a perdu sa trace près de la station Vivier-Merle. Valeur estimée, 2,3 millions d'euros. Et non, la pluie d'encre évoquée par un témoin n'était qu'une façon de parler. Seule une bouteille d'encre renversée a retardé les relevés techniques. Bonjour à toutes et à tous. Si vous circulez dans l'Est lyonnais, gardez votre sang-froid. Sur l'A46 Sud, un poids lourd en panne bloque encore la bretelle qui mène vers la rocade Est en direction de Grenoble, juste avant la sortie Chassieux. Les équipes de dépannage sont arrivées vers 7h10, mais la chaussée n'est annoncée rouverte qu'aux alentours de 8h. On relève déjà 45 minutes de retard depuis le nœud de Manicieux, et ce n'est pas une vue de l'esprit. En revanche, la circulation reste fluide sur l'A43 vers l'aéroport Saint-Exupéry, malgré un trafic dense. Même tableau sur le périphérique Laurent-Bonnevet, où un accrochage sans gravité à Bron a été dégagé. Si vous venez de Mézieux, mieux vaut contourner par la RD 302 plutôt que de vous jeter dans la gueule du loup. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les dessous du dossier, ce soir à 22h15 sur Radio Cité, je serai heureux de vous emmener là où la justice cesse de parler en robe et commence à parler en archives. Notre invitée, la magistrate Clara Vignal, revient sur l'affaire Montferrand, ce cambriolage de 1998 à Lyon que tout le monde croyait classé et qui a ressurgi l'an dernier à la faveur d'une simple note oubliée aux archives départementales du Rhône. On remontera le fil avec l'ancien commissaire Saïd Benamar, on écoutera des extraits inédits et l'on verra comment une poussière administrative peut mettre le feu aux certitudes. Attention, il ne s'agit pas d'un débat sur la réforme pénale annoncée pour mardi, mais d'une plongée dans une enquête relancée presque par accident. Bonsoir à tous. En cyclisme, la classique d'Anvers a tenu ses promesses, même si le scénario a changé à 10 km de l'arrivée. Longtemps, on a cru que le Belge Jeroen Maas avait course gagnée. Il avait pris 20 secondes d'avance dans le secteur pavé de Kalmthout, et les commentateurs parlaient déjà d'un boulevard. Mais dans le dernier faux plat, l'Italien Luca Ferretti, que je suis allé suivre au plus près cet après-midi, a recollé avant de placer son attaque décisive sous la flamme rouge. Il s'impose en 4 heures 11 minutes et 8 secondes, devant Maas, deuxième à 3 secondes. Le Français Nabil Serrat complète le podium à 12 secondes. À noter aussi l'abandon de Thomas Kourek après une chute au 87e kilomètre,
sans gravité selon son équipe. Je suis bloqué depuis 20 minutes sur le périphérique nord, et je vous le dis, la circulation est au pas entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers. Si vous arrivez de l'A1 vers Paris, évitez ce secteur. Un camion en panne immobilise la voie de droite juste avant le tunnel du Landy. Les équipes sont sur place, mais la situation ne devrait pas rentrer dans l'ordre avant 8h45. Sur l'A86 extérieur, en revanche, ça roule mieux que prévu malgré une pluie de klaxons signalée au niveau de Saint-Denis. En centre-ville, la place de Clichy reste praticable, mais les bus 54 et 95 accusent déjà une dizaine de minutes de retard.